Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Galaxy Sport, le magazine de toute l'actualité sportive nationale et internationale. Au menu du foot, du basket et de la pétanque. Pour ce soir, nous allons parler de basket avec évidemment le championnat national de Ligue 1, la troisième journée qui s'est jouée ce week-end un peu partout sur les pelouses du Sénégal. On parlera également du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations que vous suivez régulièrement sur la RTS. Mais on va aussi parler de basketball avec la publication de la pré-liste. 19 joueurs présélectionnés par l'entraîneur national qui devraient prendre part à la fenêtre FIBA comptant pour les éliminatoires de l'Afrobasket 2021, un tournoi qui va se dérouler au Cameroun. Et donc l'entraîneur national, l'entraîneur adjoint, Mamoudou Gueye Pabi, a publié donc une liste de 19. Il est avec nous en appel vidéo. On va parler de ces listes. Mais d'abord, je reçois Ibrahim Mouk qui est avec moi sur ce plateau. Je vous reçois, on est toujours ensemble. Bonsoir, bonsoir Tierno et bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir. Ouais. Alors Ibrahim, avant de retrouver Mamoudou Gueye Pabi, on va parler de cette pré-liste. L'entraîneur national donc adjoint, puisque l'entraîneur titulaire c'est Boniface Ndong qui est actuellement en NBA, a publié donc une liste de 19. C'est quasiment les mêmes, hein. Il n'y a pas beaucoup de changements. Une liste confectionnée sans les joueurs NBA, on connaît la raison. Ouais. On connaît véritablement la raison, l'absence de ces joueurs qui jouent en NBA. Mais toujours est-il que c'est un groupe de qualité qui, il y a quelques mois, avait montré un visage très reluisant du côté de Kigali. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas un groupe de qualité qui a fait ses preuves. Je pense que le duo Boniface, donc Mamoudou Gueye Pabi, s'est inscrit dans la continuité en direction de la fenêtre FIBA du Cameroun dans quelques semaines. Oui, c'est vrai, ce sera au mois de février, du 17 au 21 février, donc au mois à Yaoundé, donc au Cameroun. Alors, je ne sais pas si l'entraîneur, si Mamoudou Gueye Pabi est en direct. Alors, on me dit qu'il n'est pas encore en direct. On va revenir là-dessus pour parler de cette liste avec lui. Mais en attendant, on aborde la page football pour parler de Ligue 1 avec la troisième journée du championnat qui s'est joué donc ce week-end. On va d'abord se rendre à Mbour où le stade de Mbour recevait l'AS Pikine. Victoire, beau match hein, du spectacle, 5 buts, 3 buts à 2, victoire donc du stade de Mbour avec d'abord l'ouverture du score sur penalty. Un penalty transformé par Talamay. C'était déjà dès la 3e minute les Mbourois donc qui... un ancien joueur de l'AS Pikine. Et voilà pourquoi d'ailleurs il n'a pas célébré son but, Talamay. Et il ne va pas juste se contenter de marquer un but puisqu'il va signer un doublé, on y reviendra. Mais d'abord avant ça, un autre penalty sifflé par l'arbitre de la rencontre en faveur cette fois-ci de l'AS Pikine. Penalty transformé par Mohamed Lamine Correa à la 21e minute, parfaitement tiré. Hein. Ouais, rien à dire. Avec beaucoup de sang-froid. Ouais. Et là, c'est le deuxième but en deuxième période du stade de Mbour. Un but quand même assez chanceux. Hein. Il tente un centre, le ballon ricoche sur le poteau entrant. Il y a eu beaucoup de réussite. Absolument. Et là, le troisième but, superbe contre-attaque. C'est parti d'un corner et le joueur du stade de Mbour va traverser toute la pelouse du stade Bruno Metsu. C'est important de le signaler pour servir Talamay qui va, allez, cette fois-ci, qui va quand même célébrer son but. Il signe le doublé et puis c'est El Hadj Lamine Dramé qui va marquer donc le deuxième but de l'AS Pikine. Il y a eu de beaux buts dans ce match-là, beaucoup de spectacles, mais c'est Mbour qui s'impose. Je pense que c'est sa première victoire hein, depuis le début de la saison. Ouais. Et c'est le faux frère hein, qui a damé le pion à son ancien club, un joueur que j'ai du plaisir à retrouver, car j'ai vu un peu ses débuts lors d'un tournoi régional de Dakar, il y a 6-7 ans. Il était d'ailleurs le meilleur joueur, ce Talambaïla. Après, il a été intégré dans l'effectif de l'AS Pikine. Il y a eu un passage après à NGB. Un joueur de qualité qui certainement n'a pas fait la carrière à la dimension
de son talent, au-delà de cette performance individuelle avec ce doublé. On retient la victoire du Stade de Mbour devant l'AS Pikine qui avait gagné l'US Gorée le week-end passé et qui se retrouve sans le moins de points cette fois-ci. C'est ça le championnat du Sénégal. Les forces sont égales. On peut perdre aujourd'hui, gagner demain, grappiller quelques points et se retrouver en haut du tableau. Et bravo à l'équipe mbouroise pour cette victoire. Ouais, l'équipe de Mbour, dont les images nous ont été envoyées par le staff-com du Stade de Mbour, avec en tête notre confrère Habiboula Mohamed Habiboula Fall, à qui nous disons un grand merci. On enchaîne avec... alors, Ibrahim, avant d'enchaîner, alors, on me dit que Mamadou Gueye Pabi est en ligne. On va rouvrir, on va peut-être fermer la page football un instant pour reparler de basket avec Mamadou Gueye Pabi, entraîneur adjoint de l'équipe nationale de basket. Alors, coach, bonsoir. Bonsoir, Ibrahim. Alors, on va parler de cette pré-liste. Alors, 19 joueurs, on l'a dit tout à l'heure, c'est quasiment les mêmes qui ont été pris. Je dis quasiment parce qu'il y a quand même quelques changements de nouveaux noms. Mais ce qu'on retiendra, c'est surtout le fait qu'il n'y a pas de joueurs NBA. Et ça, c'est dû au calendrier, forcément. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de joueurs NBA. Comme ça s'est passé lors de la fenêtre de Kigali, et ça se comprend parfaitement. Maintenant, nous avons essayé aussi de ratisser très large, d'essayer d'aller chercher tous les jours, partout où ils se trouvent dans le monde, mais tout en sauvegardant le noyau qui était du voyage de Kigali. Et quelles ont été les difficultés, coach, pour confectionner cette liste-là dans ce contexte de Covid-19, dans ce contexte de pandémie? Je pense qu'il n'y a pas eu énormément de difficultés parce que vous savez, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, pratiquement tous les championnats se déroulent comme il se doit. Et on était en train de suivre tous les joueurs pour voir leur état de forme, s'ils pourront venir ou pas. Et Dieu merci, la plupart des joueurs que nous avons contactés ont vraiment adhéré et ont hâte de revenir défendre les couleurs nationales. Et comment s'est fait le travail avec Boniface Ndong, qui est de l'autre côté, du côté de Denver? Vous êtes au Sénégal. Expliquez-nous un peu comment se passaient les séances de travail entre le coach principal et son adjoint. Oui, mais tout le temps, surtout des difficultés avec des difficultés de décalage horaire, surtout. Il est à Denver, je suis à Dakar, il y a pratiquement plus de 8 heures de temps de décalage. Mais on se donnait rendez-vous pratiquement toutes les semaines à une heure précise pour pouvoir discuter des joueurs que nous devons prendre. C'était vraiment pas compliqué, du moins qu'on est bien organisé. Ouais. Alors, la remarque, ce qu'on a retenu de la première fenêtre au Rwanda, c'est qu'il n'y a quasiment pas eu de séance d'entraînement, une seule séance. Cette fois-ci, pour Boniface, c'était peut-être une sorte de découverte. Mais vous connaissez quand même l'équipe puisque vous avez été adjoint de Chersar, de Moustapha Gueye pendant la Coupe du Monde. Est-ce que vous pensez que vous aurez peut-être moins de problèmes à organiser vos séances d'entraînement? Et en plus, déjà, aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée de comment vont se passer les conditions de voyage? Les conditions de voyage, vous savez, les fenêtres FIBA, c'est 10 jours. Les jours de voyage, la compétition et les voyages retour en plus. Donc, c'est pratiquement très, très difficile dans ces conditions-là. Mais vous savez, nous avons des professionnels qui ont l'habitude, en un laps de temps, de pouvoir maîtriser les systèmes qu'on les donne, parce qu'on les envoie les systèmes de jeu bien avant qu'ils n'arrivent. Maintenant, ils n'ont qu'à venir en 2 jours assimiler le peu qu'on leur donne pour pouvoir vraiment jouer. Ça a été possible il y a quelques mois. Pourquoi pas, ça devrait encore être possible au Cameroun. Ouais. Parce que certainement, ils vont se retrouver, on va se donner rendez-vous au Cameroun directement, espérant avoir 1 voire 2 séances d'entraînement. Est-ce que vous avez une idée déjà sur les dates de départ, dates de début du regroupement en direction de cette fenêtre FIBA?
Ouais, les fenêtres FIBA, ça se déroulera c'est des fenêtres de 10 jours, donc Ouais, normalement, 17 au 21. nous devons être là-bas à partir du 15, Ouais. 15 voire 16. Maintenant, tout dépendra de la fédération, des billets que nous devons envoyer à temps pour pouvoir vraiment ne pas avoir trop de complications lors du voyage. Parce que voyager en Afrique est extrêmement difficile. Ouais. Maintenant, sur un plan strictement personnel, Mamadou Gueye Pabi, ces dernières années, vous étiez plusieurs fois élu meilleur entraîneur du Sénégal. Quel a été votre parcours dans ce milieu du basket et quelles sont vos références comme technicien? Mon parcours, c'est que je suis né à Thiès, j'ai grandi à Thiès, à la cité Balabé. Là-bas, tout le monde jouait au basket pratiquement. J'ai joué à la Douane, à l'ASEC Niambour, Ittihad de Tanger au Maroc. J'ai eu énormément de grands coachs avec qui j'ai côtoyé, en commençant par Moustapha Gueye, qui m'a pratiquement initié à mes débuts à l'AS Douane. J'ai eu aussi à travailler avec Cheikh Sarr, avec Adidas, avec qui j'ai énormément appris. Mais ce sont mes références. Toutes ces personnes-là, ils ont certainement des personnalités différentes, mais j'ai pris sur eux ce que je devais prendre en gardant ma personnalité et ma philosophie de jeu. Ouais. Alors, coach, une dernière question avant de vous lâcher sur le classement. Le Sénégal est premier de son groupe. Normalement, sauf catastrophe, on peut penser que le Sénégal est qualifié à 95% pour l'Afrobasket de Kigali. Oui, tout à fait, mais il ne faut pas trop partir en besogne aussi. Il va falloir continuer le même travail, le même engagement, le même professionnalisme. Parce que plus ou moins en travaillant, on arrive à quelque chose, quoi, tu vois. Et, il faut bien se concentrer sur nos adversaires qui vont certainement encore nous attendre et nous concentrer, nous battre et prendre match après match pour pouvoir vraiment avoir des victoires. Ouais. Très bien. En tout cas, merci. Merci à vous pour la disponibilité. Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous pour le mois de février. Effectivement, ce sera la compétition. Ce sera donc à partir du 17 février. Je rappelle que le Sénégal est dans le groupe B en compagnie de l'Angola, du Kenya et du Mozambique. Allez, on revient au football avec le match qui a... Alors, on était en train de parler du stade de Mbour. Un nouveau stade, quand même, le stade Bruno Metsu. Bruno Metsu les Djambar, c'est comme ça que ça s'appelle le stade. C'est une très bonne nouvelle pour le football la sénégalais. Bruno Metsu. Voilà, non seulement de donner le nom du stade à Bruno Metsu, mais surtout le fait d'avoir un stade fonctionnel. Ouais, parce qu'en ce moment, l'équipe de Mbour Petite Côte et de Stade de Mbour ne peuvent pas recevoir leur match au stade de Caroline Faye, qui doit être réhabilité. C'est un coup dur dans un premier temps, il faut le dire, pour ces deux équipes de Mbour. Maintenant, il y a cette découverte de la tanière de Bruno Metsu, mise en place, construite par sa veuve en l'honneur de l'ancien coach des Lions du Sénégal. C'est un stade de refuge pour le stade de Mbour et ça leur réussit bien. Parce que là, on a vu que l'équipe est à l'aise sur place, pas mal. Maintenant, il va falloir que cette situation soit vite réglée pour que le stade de Mbour puisse revenir à Caroline Faye, parce que c'est là-bas que se trouve sa base affective, c'est là-bas que se trouvent ses supporters. Et je pense que l'un dans l'autre, ils vont s'adapter à ce nouveau petit stade avant de rejoindre leur entre habituel qui est le stade Caroline Faye. Ouais. Allez, on reste à Mbour, à côté, pour aller à Sali. Le match qui a opposé Djambar à Djaraf. Djambar, le leader du championnat à l'entame de cette troisième journée, a reçu un Africain. Et ça a été un match très compliqué pour les Djambar qui ont encaissé un premier but par Amad Kanté dès la 25e minute.
mais quand même, les joueurs de Sali ont pu trouver les ressources grâce notamment à ce déboulé de Libas Gueye qui va centrer pour Djibril Diaw qui va donc inscrire le but de l'égalisation. Un match que je rappelle, vous avez pu suivre samedi après-midi sur les antennes de la RTS 1. Alors, au classement, ça donne quoi? On va tout de suite découvrir le classement final. Ah non, on va d'abord écouter les réactions des deux entraîneurs, Malik Daf et Mbaye Badji. Ils étaient donc au micro de l'équipe TV de la RTS. Ils jouent parfois dans l'euphorie, parfois même ils oublient. Donc je voulais jouer sur les contre-attaques. Il y a eu des contre-attaques, mais malheureusement on les a mal utilisés, soit sur des contre-attaques ou bien sur des précisions dans les passes. Mais je pense que, bon, comme on l'avait prédit, on était bien en place tactiquement aujourd'hui. Parce qu'on a empêché Djamba de créer de véritables occasions de but. Sinon, sur ce match, il n'y a pas d'arrêt de Pape Seydou Ndiaye, à part le but qu'ils ont marqué. Sinon, un coup franc sur le poteau. Ils ont bien joué, ils ont bien circulé le ballon, mais sans avoir véritable occasion. Donc, ça dit qu'on était bien en place, le bloc était bien en place. Donc, on avait bien travaillé ça pour jouer les contre-attaques à un moment donné. C'est pourquoi j'ai mis des joueurs sur le banc comme le jeune Ribéry Abdourahmane Ba et les autres Ousmane Sagna, c'est pour après les contrer. Malheureusement, ça n'a pas été fait, mais le point déjà qui est pris me satisfait de ce match qu'on a joué avec une très belle équipe quand même de Djambar. Moi, je peux dire qu'on a gagné un point parce que, surtout en premier mi-temps, c'était très difficile. On savait que jouer le Djaraf, c'est un peu compliqué. Surtout avec Malik, on savait qu'il allait venir pour jouer en bloc bas. Donc, en premier mi-temps, il a joué en bloc bas pour après faire la transition, des contre-attaques et tout. C'est pour cela qu'il a eu, sur les 15 premières minutes, pratiquement 5 occasions, 5 situations pour marquer. Bon, malheureusement, il ne les a pas marqués. Ça allait rendre difficile notre match. Donc, il a su marquer en première mi-temps un seul but. Donc, pour nous, on s'est dit que, alhamdoulilah, maintenant, en deuxième mi-temps, on a fait des rectificatifs. Après, on s'est dit qu'on va les pomper, on va les presser devant, en haut, parce que d'autant plus qu'eux, ils ne veulent pas sortir. Et toute la semaine, on a travaillé sur ces situations-là. C'est ça qui nous a donné le but de l'égalisation. Voilà, un but partout donc, entre Djambar et le Djaraf, match qui s'est joué. Là, on retrouve deux anciens internationaux, Malik Daf et Mbaye Badji qui fait ses grands débuts en Ligue 1 avec le départ de Pape Boubacar Gadiaga. Mais c'est un tout petit peu la continuité puisque Mbaye Badji était dans le staff depuis plusieurs années. Mbaye Badji qui a joué la CAN 2000 avec l'équipe du Sénégal. Ouais, il y a beaucoup d'internationaux sur le banc, sur les deux bancs d'ailleurs, puisqu'il y a Sireya également du côté du Djaraf ou Omar Meng du côté de Djambar. Alors, on enchaîne avec le classement de cette troisième journée. Donc, l'ensemble des résultats avec notamment, donc, alors là, c'est le classement. On va d'abord suivre les résultats. On est allé plus vite que la musique. On va d'abord suivre les résultats avec donc la belle victoire de Mbour sur sa pelouse face à l'AS Pikine. Le Casa Sport tenu en échec par l'Union sportive. Non, c'est plutôt l'inverse. C'est Gorée qui recevait le Casa Sport et qui l'a tenu en échec à Mbao. Donc, CNEPS Excellence qui allait également cocher un nul à Niambour. Victoire de Dakar Sacré-Cœur dans le duel des académiciens face à Génération Foot et Mbour Petite Côte qui s'impose devant l'AS Douane. L'AS Douane qui fait un très mauvais départ après une première journée victorieuse. Depuis, la Douane enchaîne 2 défaites de suite. Et Teungueth qui s'est imposé également face à Niary Tally, 1-0. Première victoire de la saison des Rufisquois. Pour Teungueth, donc face à Niary Tally. Au classement, ça donne quoi? Djambar est donc toujours leader avec 7 points, suivi du Stade de Mbour grâce à sa victoire face à l'AS Pikine. Pikine qui est quand même 3e avec 4 points, suivi du Djaraf. Teungueth qui revient. Teungueth et Djaraf qui ont 2 matchs en retard et qui vont jouer leur match de retard le 27 janvier. Inch'Allah, Génération Foot est 4e et 6e avec 4 points, suivi de Dakar Sacré-Cœur. Et puis dans la deuxième partie du tableau, on retrouve Mbour Petite Côte, le Niambour Doulouga, Niary Tally, l'AS Douane 11e, devant le Casa Sport quand même. CNEPS et l'Union sportive de Gorée ferment la marche. Gorée qui a marqué ses premiers points cet après-midi face au Casa Sport. On reste sur le football pour parler cette fois-ci du CHAN avec le match qui a opposé cet après-midi le Maroc au Togo. Les Marocains, champions en titre, qui ont fait leur entrée en lice, entrée victorieuse face aux jeunes éperviers du Togo. Et il y avait une petite revanche à prendre aussi pour l'équipe A du Maroc, éliminée lors de la dernière CAN par le Togo. Le Togo qui participe
pour la première fois à ce championnat d'Afrique des Nations, face aux champions en titre, avec ces joueurs issus du Wydad de Casablanca, du Raja, deux équipes régulières sur la scène africaine. C'était l'expérience contre un tout petit peu la jeunesse ou la découverte de l'équipe togolaise. Finalement, ça s'est terminé sur un 1-0, un match plutôt plaisant entre ces deux formations. Ouais. Alors, on va découvrir justement le résumé, les temps forts de ce match avec François Seck. Cette rencontre entre le Maroc, champion en titre, et le Togo, qui participe pour la première fois à la compétition, a tourné à l'avantage des Lions de l'Atlas. Tout s'est joué en première période. Après un round d'observation, les Marocains obtiennent un penalty. Le centre de très bon ballon. Là, ce sera un penalty. Ce sera un penalty. Voilà. Et le pied est bloqué. C'est plus visible là. Le milieu défensif délivre ses coéquipiers après la deuxième tentative. Yahya Djabran rate le premier tir. Une joie de courte durée pour le portier togolais qui quitte sa ligne, mais réalise une belle parade. Deuxième tentative, Yahya Djabran change de côté. Son tir fait mouche. 1-0. Nous sommes à la 27e minute. Menés au score, les éperviers sont dominés jusqu'à la mi-temps. En deuxième période, les Marocains poussent mais manquent de réalisme. Plusieurs occasions ratées à la 84e minute. Une tentative lointaine de Marouf Tchaki échoue devant le gardien marocain qui reste vigilant. Score final, 1-0 en faveur des Lions de l'Atlas. Dans la foulée, Soufran Rahimi est désigné homme du match. Le Maroc empoche les 3 points de la victoire et prend provisoirement la tête du groupe C en attendant le résultat du match Rwanda-Ouganda. Rwanda-Ouganda, justement, on va en parler puisque le match s'est soldé sur un nul vierge. 0 but partout entre Rwandais et Ougandais. Résultat des courses, finalement, le Maroc reste bien en tête du groupe C. Après, à l'issue donc de cette première journée, on va découvrir quelques images. Bon, enfin, on enchaîne. C'était le derby de l'Afrique de l'Est entre Ougandais et Rwandais. Donc, deux équipes dont les sélections A sont souvent constituées de locaux. Ça devait être un très bon match entre ces deux pays-là et ça s'est soldé par un match nul. Je pense que dans l'ensemble, ce qu'il faut noter, c'est que jusque-là, après 3 journées, on note quand même une bonne organisation. En tout cas, de loin, c'est l'impression qu'on a. Parce que ce CHAN-là, c'est un test grandeur nature pour le Cameroun qui va accueillir la CAN dans 1 an. Les rencontres se jouent dans de beaux stades. Les pelouses sont de qualité pour le moment. Et le spectacle aussi est au rendez-vous. Malgré ce contexte de pandémie, il y a une jauge minimale de 25% de la capacité du stade, aussi bien à Douala qu'à Yaoundé. On voit que le public est tout de même présent. On attend de voir les matchs de Limbé. C'est là qu'il y a beaucoup d'inquiétudes et on verra ce qui s'y passera, Inch'Allah. Mais en tout cas, pour le moment, le Cameroun est en train d'organiser un bon tournoi. Ouais, et justement, le tournoi continue demain avec les matchs qui vont opposer à 16h la Zambie face à la Tanzanie et puis à 19h la Guinée qui va affronter donc la Namibie. Le match Zambie-Tanzanie à suivre en direct sur la RTS. Guinée-Namibie en direct sur RTS2 à partir de 19h. Allez, on enchaîne avec un international sénégalais qui fait les bons jours de son club Reims. Il s'agit de Boulaye Dia, déjà 12 buts cette saison avec son club Boulaye Dia, international sénégalais, puisqu'il a été convoqué en sélection. On va suivre ce portrait que nous dressent nos confrères, que dressent lui nos confrères de France 2. Et on revient sur ce plateau. À chaque fois, mon objectif, c'est de marquer. Faire mieux que la fois précédente, que le match précédent. Je n'ai pas commencé le championnat en me disant « Bon, l'objectif, je vais être meilleur buteur du championnat. » Moi, mon objectif, c'était de marquer des buts et de faire mieux que la saison passée.
Boulaye Dia, révélation du championnat de France et grand espoir du Sénégal, notamment en phase de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Boulaye Dia, c'est un attaquant, c'est un futur pour nous, c'est vraiment un attaquant qui a de l'avenir. Aux abords du stade, une légende vivante du football sénégalais. El Hadji Diouf, héros de la Coupe du Monde 2002. Je dirais que j'aimerais bien qu'il soit même meilleur que moi. C'est un attaquant qui court, qui lâche jamais, mais je crois que dans les jours, voire les mois, voire les années à venir, il peut être l'un des meilleurs attaquants d'Afrique. Avec 3 sélections, dont une titularisation, Boulaye Dia se fait une place au sein de la 21e nation au classement FIFA, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations l'an dernier. Porter le maillot de la sélection, tu ressens vraiment quand à l'entrée, tu chantes l'hymne national, en fait, tu ressens l'atmosphère. Représenter son pays, le pays de mes parents, c'est un accomplissement en fait, c'est une récompense de ce que j'ai fait, de mon travail acharné. Ça y est, c'est parti. À 4000 km du Sénégal, à côté de Lyon, les frères de Boulaye Dia suivent ses moindres faits et gestes. Franchement, là, on est trop fiers. Incroyable, on est même encore un peu choqués. Hein. Franchement, même des fois, on n'y croit toujours pas. Les plus fiers dans cette histoire, c'est vraiment mes parents. Ils ne trouvaient pas les mots, le papa. Je sais pas. Franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire, tout simplement. Enfant, Boulaye Dia passe sous les radars des centres de formation, comme ceux de l'AS Saint-Étienne et de l'Olympique lyonnais. À l'époque, le petit dernier de la fratrie se forge un caractère grâce à ses frères. Chaque fois à la maison, vu que c'était le plus petit, il y avait un truc à faire. Boulaye, allez va. Boulaye, va me chercher ci. Boulaye, va acheter le pain. Boulaye, je suis allongé sur lui. Boulaye, ramène-moi mon carnet. C'était que des trucs comme ça. Il y a eu un silence comme ça dans la chambre. Il nous a regardés, il nous a dit, vous savez quoi? Un jour, je vais devenir footballeur professionnel et vous allez arrêter de m'exploiter. On n'a jamais douté de lui, mais en fait, on ne lui a jamais montré. Ouais, au contraire, on lui disait toujours ouais, t'es pas bon, tu dois améliorer ci, ça, cela. Mais voilà, en fait, on lui cachait la vérité en fait, pour qu'il se surpasse. Et aujourd'hui, ça porte ses fruits et puis on est les premiers à être fiers, quoi. Dans notre famille, on était les quatre frères, mais ils étaient bons au foot aussi. Et en fait, c'était pas possible que personne ne sorte professionnel entre nous 4. Et le fait que mes frères aient échoué, je me devais en fait de le devenir. La marque de fabrique de la famille Dia, c'est l'humour. Aucun des deux n'assume avoir dévoilé le bizutage de Boulaye en sélection. Non, mais le pire, c'est ton ref. Hein. Non. C'est lui, il a sorti la vidéo. Non, c'est faux. Il a sorti la vidéo, mais il l'a montré en entière. En entière, en entière. De la dérision, avec toujours cette même admiration. Ah ouais, quand même. Hein. Oh, c'est quoi tout ce monde? Ah ouais, il y a foule. De le voir devenir prophète en son pays d'origine. En sélection, tu prends beaucoup d'expérience parce que tu es à l'écoute, parce que tu as beaucoup de joueurs qui jouent dans des grands clubs. Et le fait de les observer, de les côtoyer dans l'attitude, dans la préparation, tu vois les choses d'une différente manière en fait. Apprendre des stars comme Sadio Mané, atout offensif de Liverpool. Et ça tombe bien, l'attaquant sénégalais est déjà sous le charme de son nouveau coéquipier. Honnêtement, je ne le connaissais pas avant, mais depuis le début de saison, j'ai commencé à suivre. Je suis vraiment impressionné de ses qualités. Je pense qu'il ne va pas durer là-bas. Hein. Il ne va pas durer à rien, ça, croyez-moi. Le Stade de Reims lui a offert la possibilité de devenir pro en 2018. Ça a claqué là. Et quand ça claque, on ne sait pas si c'est bon. Tu peux me claquer l'autre cheville. Comme ça, on équilibre. Sa fraîcheur, son regard neuf sur le monde du football s'explique simplement. Il y a moins de 4 ans, l'attaquant enchaînait les petits boulots. Et aujourd'hui, il rêve des grands clubs européens. Dès que j'estimerai être prêt, pourquoi pas? Après, on aspire à jouer dans les meilleurs championnats, dans les plus gros championnats. En l'occurrence, il y a l'Angleterre, il y a l'Allemagne. C'est des championnats qui attirent. Il faut aller là-bas pour faire quelque chose.
Et moi, ça a toujours été ça, mon état d'esprit. International avec le Sénégal. Au coude à coude avec Kylian Mbappé au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1, le continent africain tient peut-être en Boulaye Dia sa nouvelle star. Voilà, Boulaye Dia, nouvelle star, peut-être pas encore, mais il a du boulot, il a du chemin, mais il est encore très jeune, 24 ans, on le signale, 12 buts en championnat de France. Meilleur buteur ex aequo avec Mbappé. Voilà, exactement. Bon, même si hier, ils ont perdu quand même face à Lille, 2 buts à 1, il n'a pas marqué. Reims qui est 15e, mais il est à Reims, mais peut-être s'il continue avec des stats comme ça ne va pas durer. Et il peut partir même dès ce mercato hivernal. Il a déjà une bonne sortie de son club. Ça devait se faire depuis le dernier mercato, mais Reims avait besoin de lui pour assurer le maintien. Il y a beaucoup de clubs anglais qui sont intéressés par son profil. Pour l'équipe nationale du Sénégal également, c'est une très belle recrue parce qu'on a souvent eu des problèmes pour marquer des buts dans les compétitions majeures. Ça a été le cas à la Coupe du Monde et à la CAN. En tout cas, nos attaquants de pointe n'ont pas été à la fête. Et si l'on veut gagner la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, il faut avoir des finisseurs comme Boulaye Dia. Il est en train de bien le faire dans le championnat en France et peut-être dans le championnat anglais dans les tout prochains jours. Ouais. Et on attend également ses premiers buts en sélection, puisqu'il n'a pas encore marqué. Il n'a pas encore ouvert son compteur en équipe nationale. Allez, on reste en Europe pour aller cette fois-ci en Espagne. Alors, histoire historique, puisque Lionel Messi est un joueur qui aime bien entrer dans l'histoire, même s'il est déjà bien ancré dedans. Mais Lionel Messi, après 753 matchs avec le FC Barcelone, a enfin reçu un carton jaune. Je ne sais même pas si je dois un carton rouge. Un carton rouge, ouais, c'est ça. Hier, en finale de la Supercoupe d'Espagne, alors que son équipe était menée 3-2. Voilà, Lionel Messi a simplement... C'est inédit, hein? Il a perdu les nerfs, comme on dit. Il y a une montée d'adrénaline. Il n'a pas pu se maîtriser. Je pense que l'arbitre a bien fait de lui donner ce carton rouge-là. Mais bon, ça fait partie du football, hein? Tous les grands en ont eu, Maradona, Pelé, Zidane et consorts. Mais quand même, ça nous surprend venant de Messi. Mais c'est ça aussi la compétition. Ce sont des humains, ils peuvent avoir des moments de faiblesse. Et ça a été le cas pour Léo Messi, qui prend son tout premier carton rouge. Qu'il y ait eu de la nervosité, puisque dans ce match-là, le FC Barcelone a mené 2 fois au score, avant d'être rejoint à chaque fois, puis dépassé par l'Athletic Bilbao, qui a marqué. Et quand le Barça joue avec les Basques, c'est souvent le cas. Absolument. Ce sont des matchs très disputés, très difficiles. Il faut juste dire que ce n'est pas la première fois que Messi a un carton rouge. Il l'a déjà eu avec l'Albi Céleste, la sélection Argentine. Et là, bon, il va purger peut-être quelques matchs de suspension avant de revenir en forme. Ouais, espérons. Alors, on va à présent parler d'athlétisme plutôt, avec la Ligue de Dakar d'athlétisme qui a démarré sa saison. Et justement, pour en parler, nous avons en ligne le président de la Ligue de Dakar d'athlétisme. Il s'appelle Baracham. C'est bien ça. Président, bonsoir. Bonsoir Tierno. Voilà, merci d'être avec nous. Alors, il était temps que l'athlétisme reprenne un peu sa marche, si je peux dire, au Sénégal et à Dakar particulièrement. Le président a annoncé il y a quelques semaines qu'effectivement la saison devait reprendre. C'est le cas maintenant avec Dakar, mais toujours en essayant évidemment de respecter les mesures barrières et tout ce qui va avec le contexte actuel que nous vivons tous. Oui, Tierno, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on avait hâte de trouver la piste. C'est vrai que les athlètes ont duré dans les plages, on sillonnait vraiment les rues de Dakar pour s'entraîner et essayer de maintenir leur forme. Donc avec les entraîneurs aussi. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on retrouve la piste, ce n'est que bonne chose. Maintenant, reste maintenant à savoir si on va continuer à le faire, parce qu'avec l'évolution de la maladie, l'évolution de la pandémie,
on croise les doigts. Mais les athlètes avaient hâte de retrouver la piste. Donc, on est à notre deuxième compétition à Dakar. Et les athlètes sont vraiment contents de retrouver la piste. Président, comment s'organisent les compétitions en cette période? Est-ce que les athlètes sont testés? Est-ce qu'ils sont masqués? On a envie d'en savoir un peu plus dans ce contexte de pandémie. Oui, nous faisons nos compétitions en respectant les mesures barrières édictées par les autorités. Donc, pas plus tard que samedi passé, donc, nous avons reçu de la Fédération sénégalaise d'athlétisme un lot de masques et de gel, histoire de vraiment lutter contre la maladie. Nous sommes conscients de la gravité de la maladie et les athlètes en premier lieu. Je pense que tout le monde est engagé dans le respect des mesures barrières et dans le respect des normes protocolaires. On est en train de tout faire vraiment pour éviter, parce que nous avons compris que c'est la santé qui prime avant le sport. Donc les athlètes l'ont compris, les entraîneurs l'ont compris, les dirigeants aussi. C'est pourquoi nous ne ménageons aucun effort pour vraiment respecter les mesures barrières. Donc lors des compétitions, l'athlétisme déjà, bien avant la pandémie, respectait les mesures barrières, respectait la distanciation sociale, parce que chaque athlète court dans un couloir et que dès l'instant qu'un athlète rentre dans le couloir de l'autre, ça c'est sanctionné par les lois du sport. Donc je pense que ce n'est pas maintenant qu'on respecte les mesures barrières, on ne fait que le renforcer. Alors, dites-nous un peu quelles sont les catégories qui sont concernées par la reprise et où est-ce que les compétitions se disputent, en sachant que Léopold Senghor est fermé. Dites-nous un peu comment ça se passe. Oui, bon, c'est toutes les catégories qui sont concernées parce qu'à l'entame de chaque saison, il y a la direction technique qui se réunit avec l'ensemble des entraîneurs du Sénégal pour mettre sur pied un programme annuel qui va être déroulé. Maintenant, ce sont toutes les catégories qui vont compétir, mais c'est selon les entraîneurs et selon la programmation aussi de la direction technique. Maintenant, les stades, c'est un problème. Dakar souffre d'infrastructures. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a que 2 stades qui bénéficient de pistes d'athlétisme. C'est le stade Léopold Sédar Senghor et le stade Iba Mar Diop, qui d'ailleurs n'est plus fonctionnel parce que le tartan souffre d'une vétusté très avancée. On se rabat au stade Léopold Sédar Senghor qui, sous peu, doit être réfectionné. C'est un problème qui nous tient à cœur, c'est un gros problème pour l'athlétisme à Dakar, parce que 80% des athlètes du Sénégal sont logés à Dakar, ils s'entraînent à Dakar, et si Dakar n'a plus de pistes pour les compétitions, ça va poser un réel problème pour maintenir la performance des athlètes. Et ça va influer directement sur les compétitions continentales, mais aussi sur les compétitions internationales. Parce que nous avons des jeunes qui sont très performants, des jeunes sur qui on compte, sur qui le Sénégal compte, parce qu'ils peuvent nous valoir beaucoup de satisfaction dans les événements ultérieurs. Président, aujourd'hui, il y a combien de clubs qui participent aux différentes compétitions organisées par la Ligue de Dakar? Oui, rien qu'à Dakar, nous avons 19 clubs, mais sur le plan national, nous avons une centaine de clubs éparpillés un peu partout dans les régions du Sénégal. Ce qu'il faut noter, et ce qui est important d'ailleurs, c'est que dans toutes les régions du Sénégal, nous avons des compétitions qui se déroulent tous les week-ends. Donc, il y a un programme qui est ficelé par chaque région et qu'on est en train de dérouler, donc toutes catégories confondues. Donc on fait de la petite catégorie, on fait des juniors seniors, on fait des compétitions hommes et dames aussi. Donc je pense que le problème ne se trouve pas au niveau des catégories, le problème se trouve plus ou moins au niveau de la disponibilité du stade, surtout à Dakar. Donc c'est un problème qu'on a soulevé à maintes reprises et que peut-être d'ici sous peu, on sera confronté à des difficultés pour pouvoir compétir à Dakar, qui se trouve être la capitale. Et comment vous arrivez à financer vos compétitions dans ce contexte de raréfaction des ressources pour toutes les disciplines et pour toutes les fédérations et les ligues?
Oui, bon, c'est l'occasion de souligner aussi que nous avons reçu du ministère des Sports, notre ministère de tutelle, donc une subvention donc pour dérouler nos compétitions, mais aussi une autre subvention pour la lutte contre la COVID-19. Donc c'est cette cérémonie qui a eu lieu le samedi passé au stade Iba Mar Diop. Donc au-delà de ça, mais c'est des sponsors, c'est aussi des subventions qui viennent de la Fédération sénégalaise d'athlétisme qui appuie les ligues régionales donc pour financer les compétitions. Maintenant, toujours est-il que les subventions ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on attend parce que l'athlétisme, le sport de manière générale nécessite beaucoup de moyens. L'athlétisme n'est pas en reste. Maintenant, on fait avec les moyens du bord, on fait avec ce qu'on a et on essaie de chercher des sponsors de gauche à droite. La rareté des sponsors au Sénégal, il n'y a pas que l'athlétisme qui souffre de ça, c'est tous les sports confondus. Maintenant, c'est l'occasion de lancer un appel aux autorités et au secteur privé d'ailleurs pour qu'ils essaient de mettre sur pied un système de financement du sport au Sénégal de manière générale. Okay. Très bien. En tout cas, c'est entendu. Merci beaucoup, Président. On est pris par le temps, mais ça a été extrêmement important. En tout cas, on suit et on souhaite qu'effectivement l'athlétisme retrouve non seulement les pistes de façon continue, mais surtout l'athlétisme continue à créer des champions, puisqu'il y a, bon, pour les JO, c'est mort, mais quand même les JOJ, tout de suite commencer à préparer des champions et puis pourquoi pas aussi participer aux différentes compétitions au plan international. On change de discipline pour parler de basketball avec la NBA cette fois-ci. James Harden. James Harden. Recrue de taille, maintenant, bon, les observateurs peuvent avoir quelques inquiétudes par rapport au système qui va permettre à ces 3 joueurs de talent d'évoluer dans des conditions idéales. Je pense que le coach Steve Nash a de belles nuits blanches devant lui. C'est pas trop évident, mais je pense que le fait que Harden ait déjà joué avec Kevin Durant à Oklahoma, OKC, lui permettra certainement d'être au diapason et que toutes les 2 stars puissent évoluer dans de très bonnes conditions pour permettre à cette franchise de jouer les premiers rôles cette saison en NBA. Mais ça ne va pas être facile d'un point de vue tactique. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Parce que vous l'avez dit, James Harden et Kevin Durant ont joué ensemble à OKC. C'est de bons amis. Kyrie Irving et Kevin Durant également sont de très bons amis. Et voilà, ces 2, Kevin Durant et James Harden, sont sans doute les 2 meilleurs attaquants de l'histoire du basket face au joueur qui a sans doute le meilleur handle actuellement. Je pense que la mayonnaise va prendre parce qu'ils ont intérêt à faire ça parce qu'ils veulent gagner. On l'espère. James Harden est le seul des 3 à n'avoir pas gagné de bague NBA, donc il a 31 ans, intérêt à faire tous les efforts. Le moment est venu. Voilà. Allez, on termine avec de la pétanque. Cette fois-ci, le deuxième mémorial de feu Chermeng qui va donc lancer la saison 2021. Ça s'est disputé ce dimanche au boulodrome de Karak. Il y avait beaucoup de monde, donc c'était une journée populaire de pétanque pour rendre hommage à Chermeng, l'ancien DG de la CMU, disparu il y a quelques années. Le reportage est signé Tandakha Ndiaye. Le nouveau boulodrome de Karak a encore remis ça. Une journée populaire pour préparer l'ouverture officielle de la saison 2021. Le deuxième mémorial Feu Chermeng, disputé dimanche au pittoresque boulodrome de Karak, a connu un éclatant succès. Une très belle réussite. Le jeu de bouchon a été effectué par Mam Anacham, la veuve du parrain Chermeng, en compagnie de l'adjoint au maire de Karak, Alioune-Tall, lui-même bouliste. Il y avait de l'adversité entre les couloirs du boulodrome où les acteurs se sont donnés à cœur joie pour bien viser. À cette doublette à la mêlée, les boulistes sénégalais avides d'une ouverture officielle des saisons se sont beaucoup donnés. Venu en droite ligne des États-Unis, Jean-Pierre Derneville, en montrant toute sa classe, s'est bien illustré en doublette avec Pape Mourbas de la boule amicale de Karak. Cette doublette, en finale, a eu raison de l'autre doublette, Hussein Darlala de Mermoz Pétanque Club, médaillé de bronze au dernier championnat du monde du Canada
en 2018 avec l'équipe nationale du Sénégal et sa paire avec Laurent Zungla de la Boule Amical Club de Karak. Le score du match, 11-9. Dans une finale kilométrique à l'horaire, 2 heures de temps, s'il vous plaît. La prochaine journée, le 31 janvier prochain, toujours au boulodrome de Karak, une journée populaire en doublette à la mêlée dénommée la fête des voisins est ouverte à tous les boulistes du Sénégal, le jeu de bouchon à 8h30. Voilà, merci au doyen Tanda Khandia, merci à Ibrahim Mboup, merci à toute l'équipe technique qui était avec nous, aux invités également, Mamoudou Gueye-Pab et Baracham qui étaient en ligne avec Galaxy. On remercie Awassil qui était donc aux commandes, coucou à Omar Ndiaye. Galaxy Sport, c'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre magazine. En attendant, rendez-vous demain avec le CHAN qui se poursuit sur les antennes de la RTS.